Bonjour à tous et bienvenue dans Scale. Aujourd'hui, mon invité, c'est Julien Boucaud. Fondateur de l'entreprise Ciao Ciao, cet ancien hydrobiologiste va nous raconter son parcours et son aventure entrepreneuriale. Il nous parlera même de son passage dans Qui veut être mon associé. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et abonnez-vous. Salut Julien. Salut. J'attaque comme ça. Julien, t'es le patron de Ciao Ciao. Exact. Ciao Ciao, qui est une entreprise qui fait des kits pour aménager ta... Enfin, vas-y, tu le vends mieux que moi. Donc, Ciao Ciao, c'est des kits en bois qui permettent de transformer des voitures et des utilitaires en van aménagés. Ouais. Et en 5 minutes, tout seul et sans outils. C'est un peu la promesse de la marque. Et c'est vrai. Et normalement, tu le fais en montrant comme ça. En montrant du doigt, tu vois, j'ai progressé. Je range mon doigt, du coup. C'est quoi ton parcours? Parce que tu me disais en off, t'as 42 ans. Ouais. C'est quoi ton parcours pour en arriver là? Parce que Ciao Ciao, c'est pas si vieux comme aventure. Ciao Ciao, ça a 4 ans maintenant. Ouais. Et avant, j'étais hydrobiologiste. Donc tu vois, j'ai fait des études à la base sur de la pisciculture. Donc j'ai toujours été fan de poissons, d'environnement, de nature. Et je me suis orienté rapidement après le collège vers des formations un peu techniques pour au début élever des poissons. Donc c'est un peu de l'agriculture dans l'eau. C'était ce que tu voulais faire quand t'étais gosse? C'est ce que je voulais faire. Ouais. Ok. Ouais. J'étais fan de pêche, fan de nature. Et puis j'avais surtout... c'était mes petits moments de décompression, tu vois. Socialement, j'avais besoin de me retrouver déjà et puis de passer du temps tout seul, dehors, connecté à la nature. Je trouvais ça incroyable. Très paisible, en fait, c'est ça. Mes grands-parents avaient un étang et donc je passais tous mes week-ends, toutes mes vacances au bord de l'eau à pêcher, quoi. T'as grandi où? T'as grandi en ville? T'as grandi à la campagne? J'ai grandi à Belle-Beille, donc Okay. plutôt en ville. Ah ouais, d'accord, t'étais déjà sur Angers. J'étais déjà sur Angers, ouais. Ouais, je suis un Angevin, un pur souche. Ouais. Ok. Ouais. Et mes grands-parents habitaient à côté de Segré, donc ils avaient un petit étang, il y avait une forêt et je passais énormément de temps là-bas, quoi. Donc c'est parti de là, et l'école ça marchait pas très fort au niveau du collège et tout. Et ouais, c'est une vraie passion et il y a quelque chose de mystérieux sous la surface de l'eau, tu vois. On sait pas ce qu'il y a, ces eaux sont souvent un peu turbides, un peu chargées. Ouais, c'est vrai. Et le fait d'étudier ce qui se passait sous cette surface, ça m'a toujours fasciné. Donc forcément ça démarre par la pêche, parce que du coup tu es au contact de la nature, tu pêches, tu vois les poissons. Et après, j'ai commencé à étudier l'hydrobiologie, l'écologie aquatique, les interrelations dans l'écosystème, et puis l'impact de l'homme sur l'environnement. Ça m'a toujours fasciné, quoi. Mm-hmm. Le fait de se dire, déjà, qu'est-ce qu'on fait là ? Et j'ai toujours un constat qui m'a un peu bouleversé, qui me bouleverse toujours, c'est en fait, on est la seule espèce sur Terre qui dégrade son environnement, son espace de vie. C'est vrai, hein, t'en as pas d'autres. On est les seuls à flinguer ce qui nous fait vivre. Ouais, c'est pas faux, ouais. Moi, ça m'a toujours... je trouve ça incroyable. Et je pensais que tout le monde avait cette conscience. Ouais, mais j'ai pas l'impression, en fait, que ce soit partagé par... que tout le monde ait cette sensibilité, cette conscience. Cette conscience, ouais. On est des animaux, hein, on n'est pas... Et c'est vrai que les autres animaux vivent plutôt en osmose avec leur environnement, quoi. Bah ouais, toujours en interaction avec à la fois le biotope, donc le milieu dans lequel il vit, et puis la biocénose, donc tous les organismes vivants qui l'entourent, quoi. Et on est les seuls, voilà, on est on est un peu à part, hein, dans l'écosystème, mais on est les seuls, et ça m'a toujours bouleversé, et j'ai eu cette prise de conscience assez tôt. Et du coup, je me suis orienté vers des études d'hydrobiologie et essayer de comprendre un peu l'impact de l'homme sur le milieu, et puis réussir à quantifier ces pressions, et puis proposer des mesures pour restaurer les écosystèmes et faire en sorte qu'on puisse vivre durablement sur Terre, quoi. Ok. Voilà, c'est un peu l'enjeu. Donc du coup, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS, une licence pro, un master et puis un deuxième master. Ça allait quand même l'école, là. Ouais, il y a eu un déclic. À partir du moment où je suis entré dans le technique et qu'il y a des choses très concrètes, ça s'est débloqué. Ouais. Et puis, j'ai étudié comme ça pendant 15 ans quasiment les poissons, notamment les poissons migrateurs. Donc, c'était très concret. Hein. J'ai un diplôme de chirurgien des poissons. Donc, on prélevait par exemple, j'ai étudié le saumon sur le bassin de la Loire. On prélevait les saumons qui étaient censés retourner sur ces zones de reproduction. Pour les marquer, donc je les anesthésiais, je les opérais, donc incision
Je mettais un émetteur et puis les points de suture et puis on les remettait à l'eau pour pouvoir les suivre et évaluer pas mal de paramètres, notamment l'impact de la pression de pêche par exemple sur ces populations, l'impact des barrages sur la migration des poissons qui les empêchent d'atteindre leur zone de reproduction, et puis la pollution des eaux, la pollution physico-chimique, la pollution des eaux plutôt, pollution organique. Et puis la disparition de leur zone de reproduction. Donc on a dégradé pendant de nombreuses années, on appelle ça l'hydromorphologie des rivières. Donc on a extrait des sédiments, on a extrait du sable, on a canalisé, on a chenalisé. Tout ça, c'est un impact énorme sur le fonctionnement naturel des rivières. Ça les empêche de déborder. Et puis ça a un impact sur les populations de poissons et les autres organismes parce qu'ils ne peuvent plus se reproduire. Okay. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai étudié pendant une quinzaine d'années. Ouais. Donc passionnant, vraiment passionnant, mais aussi déprimant, parce qu'on étudiait des populations de poissons migrateurs qui sont des intégrateurs de l'évolution du monde, en fait, de la qualité de vie. Et c'est des poissons qui font d'énormes migrations, hein. Ils font 3-4 000 km pour passer de leur zone de croissance à leur zone de reproduction. Donc ils voient plein de choses, ils intègrent plein de paramètres. C'est pas du tout ce que j'imagine d'un poisson, mais... C'est fou, hein. L'anguille, elle se reproduit dans la mer des Sargasses et elle arrive sur nos côtes à l'état de petites larves leptocéphales et ensuite elle se transforme en civelle puis en anguille, quoi. Et il y a deux métamorphoses complètes, c'est une espèce incroyable. Et donc forcément, quand elle fait ces longues migrations de plusieurs mois, elle voit énormément de choses, elle intègre plein de choses, et surtout les poissons, ils subissent leur environnement, quoi, tu vois. Ils peuvent pas s'échapper, quoi. Ils sont dans l'eau, il y a une température, il y a des pollutions, tu vois, c'est compliqué pour eux. Et donc quand tu étudies ça, tu vois que t'as plein d'espèces qui étaient là avant l'homme qui sont en train de s'éteindre. Il y en a certaines qui ont déjà disparu. T'en as vu s'éteindre en direct, toi ? Là, on est sur le on est en train de vivre un moment incroyable sur l'extinction d'espèces. L'anguille en voie critique d'extinction. Tu vois, c'est comme une espèce qui était hyper commune il y a quelques dizaines d'années. Hein, c'est une échelle très très courte. Sachant qu'elle était là avant nous, avant l'homme. Donc il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Là, on est en train de vivre un moment incroyable. Et puis il y a plein d'espèces en fait qu'on n'a pas quantifiées avant, qu'on voit juste, mais en fait comme on n'a pas l'historique, on voit pas l'impact sur toute la population, qui a été réduite ou pas, bien sûr. Donc ça, je trouve ça passionnant, mais aussi un peu flippant parce que quand tu es confronté à ça et que tu as conscience de ça, tu te dis on est en train de vivre un truc de fou, et puis surtout on n'a pas forcément les moyens de faire machine arrière, quoi. Donc on peut atténuer, on peut limiter, mais tu sens qu'il y a un truc qui est parti et ça va être compliqué de faire machine arrière, donc faut en être conscient, quoi. Et puis dans le milieu, je travaillais dans le milieu associatif, donc il a fallu se battre aussi pour obtenir des subventions. On subit beaucoup les décisions politiques. Ouais. Et c'est dur parce que on voit que tout le monde ne va pas dans le même sens, tout le monde n'a pas cette prise de conscience. Puis tu as des enjeux économiques, tu as des enjeux d'emploi qui sont beaucoup, souvent qui passent au-dessus de l'écologie. On le voit encore aujourd'hui. Moi j'entends souvent dire l'écologie c'est un problème de riches ou un problème de gens qui ont le temps d'avoir ce problème-là, quoi. Pardon. Si, c'est vrai. Malheureusement, c'est le cas. Mais sauf qu'on est tous concernés. Oui, bien sûr. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je pense qu'en termes de géopolitique, tu vois, je pense que la Chine se préoccupe pas trop de ça au profit de son avancement technologique et c'est logique. Tu penses avant tout à ta santé, tu penses avant tout à toi, à boucler les fins de mois avant d'avoir une vraie démarche écologique. Donc je suis d'accord avec toi. Et donc toi, à côté de ça, pendant 15 ans, tu baroudes un petit peu, t'es un petit peu un petit voyageur. Ouais, je suis un petit voyageur. Donc amoureux de la montagne, et j'ai pas mal baroudé, seul, avec ma femme, avec les enfants. Et on a fait un voyage, on a fait le tour de la Norvège en famille, tous les trois. Bastien, qui a un magnifique prénom, avait... Je suis d'accord. Il avait 1 an. Et j'ai aménagé une Logan Break.
Donc très, très basique, très simple, mais dedans on a réussi à faire 3 couchages, donc 2 adultes, 1 enfant, à mettre tout le rangement pour 1 mois, les boîtes de conserve, les habits. Enfant de quel âge? Enfant qui avait, il avait moins d'1 an. Ouais. Moins d'un an? Ouais, moins d'1 an. Et j'ai Ouais, fait bon, une toute petite place surélevée. Ouais, ça, c'est plus pratique pour mettre 3 dans un Logan quand l'enfant est petit. Ouais, c'est ça. Et il a beaucoup plu pendant, c'est la Norvège, hein, pendant 3 semaines, 1 mois, il a fait que de pleuvoir. Et on a passé des super vacances parce que c'était hyper simple en fait. On était au contact de la nature, on rentrait dans la voiture pour dormir et le reste du temps on le passait dehors. Quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est une super idée d'optimiser le peu d'espace qu'on a dans les véhicules pour partir en vadrouille et pour éviter d'avoir un énorme camping-car ou un énorme van qui coûte très cher et dont on se sert très peu. Quoi. Ouais, c'est ça, qui dort 90% de l'année. C'est ça. Donc l'idée vient de là. Après, ce qui se passe, c'est qu'on vit à Paris là, sur les dernières années avant de rentrer sur Angers. Et moi, je commençais à déprimer un peu de mon travail et je voulais passer le diplôme de guide de moyenne montagne. Okay. Donc j'ai acheté un Docker, tu sais, petit véhicule de chez Dacia un peu plus haut. Là, T'es très Dacia. Je suis très Dacia, je trouve ça robuste, fiable. Ouais, avec le minimum dedans. Ça marche bien, c'est pas trop cher. J'aménage ça et je le mets dans les Alpes, je le mets à Grenoble. Et 1 fois par mois, je descends à Grenoble en train. Paris, Lyon, ça se fait très bien, ou Grenoble, ça se fait très bien. Et puis je passe un week-end, 2, 3 jours, 4 jours dans la montagne pour essayer de vadrouiller et puis de me faire une petite expérience en tant que guide. Quoi. Ouais. Et là, j'optimise mon Docker. C'est-à-dire, à un moment donné, je me dis, tiens, j'en ai marre de me prendre 3 heures d'averse d'affilée. Il faut que j'arrive à faire une table, une banquette pour que je sois bien. Et sur 2-3 mois, comme ça, j'arrive à l'optimiser. Et puis j'arrive sur un kit qui est vraiment qui reprend toutes les fonctionnalités d'un van aménagé, mais dans un petit véhicule. Le Docker, c'est un ludospace, toi, c'est l'équivalent d'un Kangoo. Et là, je me dis, ça pourrait être très chouette d'en faire un kit universel qui rentre dans tous les ludospaces. Je commence à potasser un peu, je fais des tests, j'optimise le produit, et je vois que c'est pas si complexe que ça. Donc ça part de là, et je quitte mon travail d'hydrobiologiste, un peu sur un coup de tête. Et j'annonce à tout le monde, je vais devenir menuisier, je vais faire des kits d'aménagement en bois. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est un peu ma question. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, ok, j'aménage mon truc. Enfin, t'as plein de gens qui font des innovations pour eux au quotidien, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, il y a un business à faire et je lance. Ouais, je sais même pas si c'est le terme business. Je me suis dit, il faut que j'en fasse profiter tout le monde. Ok. Et moi, j'avais besoin de créer quelque chose de mes mains, quoi. J'avais besoin de sortir un produit qui vient de mes tripes, toi, et qui permet à tout le monde de se connecter facilement à la nature, à côté de chez soi. Et je le vois plus comme un outil pédagogique pour passer un message en disant ne partez pas à l'autre bout du monde en avion pour passer un week-end, mais prenez votre véhicule, transformez-le simplement, et puis allez passer 1 nuit, 2 nuits sur les bords de Loire, sur la côte, et vous verrez, c'est 10 000 fois plus simple, c'est 10 000 fois mieux, vous aurez des super souvenirs, vous ferez un coucher de soleil incroyable. Enfin voilà, c'est une vraie reconnexion, et je le vois vraiment comme un outil, quoi. Un outil pédagogique plus qu'un outil pour faire du business. Et le projet, je le porte comme ça en fait depuis le début, donc c'est profond, je le porte avec des vraies valeurs, et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi depuis le début. J'ai réussi à embarquer plein de gens grâce à ça, parce que c'est très authentique, c'est très sincère, si tu veux. Et c'est ce qui a fait que j'ai quitté mon travail qui était assez confortable, hein. J'avais un bon salaire, j'avais du temps, le métier il est quand même passionnant, pour me lancer dans l'entrepreneuriat où je connaissais absolument rien, et il y avait un vrai pari, hein. Ouais, c'est clair. Le pari de ne pas pouvoir se rémunérer au bout de 18 mois. Ce qui est souvent le cas au début, de toute façon. Mais... Ce qui est souvent le cas. Et puis après, ça m'a permis de relativiser aussi, en me disant, si ça plante, ça plante. Ouais, bien sûr. Ça aura fait une bonne expérience. Mais c'est vrai que la réaction de mon entourage, des gens qui me connaissaient, sur le moment, ils se sont dit, il a craqué son slip. Qu'est-ce qu'il lui a pris, quoi. Il a 40 ans. Bah non, même pas, t'avais même pas 40 ans. Ouais, c'était l'approche de la quarantaine. Ça va lui passer, quoi. Et donc là, l'hydrobiologie, t'y retournes quand?
J'y pense toujours un petit peu, ouais. J'y retournerai d'une autre manière, je pense. Ouais. Ouais. D'une autre manière, avec peut-être des moyens différents et une autre approche. Mais oui, j'y retournerai. Parce que Ah ouais, je m'attendais à ce que tu me dises non. Ouais. Si. Pas forcément l'hydrobiologie, mais la sensibilisation à l'environnement. Un peu de pédagogie, et sensibiliser les jeunes, je pense que c'est quand même un sacré levier, quoi. Faire passer des messages et puis juste les mettre au contact de la nature, je pense que c'est déjà une sacrée avancée. Aujourd'hui, c'était une vraie connexion au smartphone qui est terrible pour la nouvelle génération, et souvent le fait juste de sortir, d'entendre les oiseaux, de les écouter, toi, de sentir, il y a des odeurs, ça sent la végétation, toi. T'arrives à l'appliquer à tes propres enfants, ça? J'essaie, ouais. Alors ils sont aussi fans d'écran, comme tous les comme ados. Tous les... Mais ouais, j'essaie. Je fais de mon mieux, en tout cas. Donc, tu rentres de la montagne en te disant je vais faire un kit universel, Ouais. et moi je te rencontre au moment où tu remménages sur Angers. C'est ça. Et où tu fais ta petite dépendance en mode atelier de fabrication. Et c'est quoi le process? Pendant des mois, tu t'enfermes dans ton atelier à développer un truc? Ouais, parce qu'à la base, je suis un très mauvais bricoleur. J'arrive pas à mettre de clous. C'est-à-dire que je partais de loin, ouais. Et ouais, du coup, je commence par construire une petite cabane au fond du jardin pour avoir mon espace, hein. Puis j'achète des machines très simples, hein. J'achète de l'électroportatif, une scie circulaire, une visseuse. Et rapidement, je me dis, il faut que j'arrive à automatiser les choses pour pouvoir l'industrialiser. Non pas pour faire du business, mais pour pouvoir optimiser les découpes et pas passer trop de temps sur la conception du produit, mais plutôt sur tout ce qui l'entoure, créer une communauté pour porter ce message, ces valeurs. Toi, D'ailleurs, la première chose que je vais faire ensuite, lorsque l'entreprise est créée, c'est de me rapprocher d'Axel, qui gère la partie communication, pour justement développer une communauté. Alors que tout entrepreneur aurait plutôt mis le paquet sur peut-être la partie production ou la partie commercialisation pure et dure, quoi. Donc, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais je le regrette pas. Le projet est fait comme ça. Et donc, ouais, ça, je m'enferme pendant 9 mois. J'apprends les techniques de menuiserie. J'achète une petite fraiseuse à commande numérique. J'apprends à modéliser en 3D. Et puis, je commence à faire mes assemblages. Et donc, je me suis mis un cahier des charges assez costaud, où il fallait un kit léger qui s'installe en 5 minutes. Seul et sans outils. Tout seul et sans outils. Et je voulais surtout essayer d'innover. Donc reprendre des vieilles techniques de menuiserie qui existaient pour répondre à une problématique qui est en gros comment transformer sa voiture très rapidement et comment faire en sorte que ce kit soit universel. Donc voilà, je m'inspire de ce qui existe et puis je teste des trucs. Au départ c'est bancal, ça tombe, ça ressemble à rien. Mes enfants ils passent devant l'atelier tous les matins, tous les soirs, parce que du coup je m'enferme vraiment. Tu disparais, je disparais complet jusqu'au soir à 23, quoi. J'ai disparu 3 ans, ouais, quasiment non-stop, quoi. Donc voilà, donc j'avance sur toutes les problématiques à la fois, parce que quand tu crées quelque chose, t'as pas que le produit, t'as aussi le marché, donc il faut réussir à vendre, donc il faut faire un site, faut trouver les fournisseurs, faut bien sourcer, faut évaluer la concurrence, et après tu as la partie trésorerie, donc faut réussir à financer les premiers investissements, faut faire un peu de commercial, un peu d'administratif, un peu de comptabilité, bien s'entourer, enfin bon, il y a 36 000 sujets, c'est ça qui est passionnant. Mais ça démarre quand même par un produit qui tient la route. Si ton produit tient pas la route, ouais, bien sûr, bah tu peux pas faire grand chose. Donc ouais, ça a duré 9 mois le process créatif. Le process, ouais, la gestation, quoi. 9 mois. Et à qui tu vends ton premier kit? Peut-être que tu le donnes d'ailleurs. Non, je l'ai vendu. J'avais fait mon site. Et je me souviens très bien, j'étais en train de courir. Je faisais pas mal de sport. J'en fais toujours, mais j'étais sur un tapis de course dans une salle de sport à Angers. Et là, je reçois un message de Shopify. Ouais, premier kit vendu. Et là, je tombe des nues. Je fais non, c'est incroyable. C'est un produit qui peut se vendre. Je te jure. J'étais fou. Je me suis dit, c'est fou, ça peut marcher, quoi. Et c'est des Bretons, donc qui sont. Et je vendais chez moi. J'étais dans ma cour. Hein, je vendais chez moi. Ouais, bien sûr. Les gens venaient à la maison. Du coup, je leur faisais des démos. Et puis là, il y avait le produit qui était installé dans le véhicule, quoi. Et c'était à l'arrache, forcément, parce que j'avais le temps de rien et je courais dans tous les sens.
Donc le kit finissait de sécher et 1 heure après, il devait être livré au client, quoi. Ah, parce qu'à l'époque, tu mets combien de temps pour fabriquer un kit? Je mettais 2 jours, 2 jours et demi minimum, quoi. Parce que je le vernissais à la main. Aujourd'hui, tu mets combien de temps? Aujourd'hui, on met 2 heures d'usinage et puis 1 heure et demie d'assemblage, quoi, tu vois. Ouais, alors pas tout seul, hein. Ah non, Il y a bien du sûr, monde, mais ouais. c'est sûr que... Ouais, on va 10 fois plus vite, quoi, quasiment. Donc tu vends ça dans ton jardin pendant un certain nombre de temps. Ouais. Moi, je me rappelle que je te rencontre à ce moment-là, puisqu'on te fait une petite vidéo Oui. avec Philippe, notamment en bord de Loire. Exact. Et peu de temps après, finalement, tu vas tourner dans Qui veut être mon associé. Ouais, ça allait assez vite. Ça arrivait très tôt dans le projet. Je reçois un message, un SMS d'une casteuse de l'émission. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est toi qui participe ou on vient te chercher? Ouais, ils avaient eu une coupure de presse. En fait, j'ai très peu de budget. J'ai pas de budget, quoi. J'ai lancé le projet avec 1 000 euros. Ouais. Et j'ai réussi à faire la une du Courrier de l'Ouest à un moment donné. Et je me suis dit, allez, je pousse cet article sur Facebook et j'ai mis 2 euros, toi. Donc, énorme budget. Le zinzin, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que cette pub, elle est tombée sur le smartphone du producteur de l'émission qui veut être mon associé, donc il l'a transféré, et ainsi de suite. Et du coup, la casteuse m'a contacté, elle m'a dit, est-ce que ça vous dit de participer à l'émission, que je ne connaissais pas. Donc j'en parle à ma femme. Elle fait, vas-y, c'est une super émission sur M6 et tout. Ouais, je fais, ouais, allez, allons-y, soyons fous. Et du coup, je passe 2-3 castings comme ça, à distance, en faisant des vidéos, ça match. Je suis retenu. Et en septembre, je débarque avec 2 véhicules sur le plateau de l'émission Qui veut être mon associé. J'étais encore dans mon garage. La boîte était créée depuis 2 mois. J'avais vendu quelques kits, mais j'avais pas vraiment de preuve de concept. J'avais 2 prototypes. Et surtout, c'était un peu culotté de me présenter devant 5 grands entrepreneurs français sans avoir aucune expérience de l'entrepreneuriat. Et je ne maîtrisais pas grand-chose en termes de business, de modèle. Voilà. Donc j'y suis allé. J'ai beaucoup travaillé, hein, mais j'y suis un peu allé au culot. Ouais. Et surtout, j'avais une vraie phobie à l'époque, c'était la peur de prendre la parole en public. C'est ce que j'allais dire, parce que aujourd'hui, non seulement là, je te trouve très à l'aise, mais en plus, je t'ai vu aussi évoluer. Ouais. Mais c'est vrai que je me souviens, à l'époque, t'étais un peu introverti, et plus pas forcément hyper à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise, en fait. C'était vraiment une peur, et je me traînais cette peur depuis des années et des années. Et là, c'était la pire situation dans laquelle je pouvais me retrouver. C'était aller pitcher sur un plateau en live devant des investisseurs. C'était terrible, quoi. L'angoisse. C'était l'angoisse absolue, et ça a été l'angoisse absolue pendant 3 mois, à partir du moment où j'ai eu la date de tournage jusqu'au jour du tournage, quoi. Donc j'ai bossé, hein, j'ai bossé avec une coach pour travailler mon pitch, le mémoriser, mais ça a été une vraie épreuve, ouais. Et du coup ça m'a permis de passer des paliers aussi, et puis de passer ce moment-là. Le niveau de stress a été tellement fort, tellement haut, que suite à ça, c'est parti, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis très à l'aise, mais c'est une phobie qui a disparu. T'as guéri grâce à ça, ouais. Mais dans le dur, quoi. Dans le dur, vraiment. Mais t'as bien réussi l'exercice, parce que il y a 3 semaines que ton passage est ressorti sur marrant, YouTube. Hein, ouais. Parce que je regarde ça avec Constance le soir, et j'ai vu le Ciao Ciao ressortir. Ouais. Et en plus, ils en ont reparlé dans une émission récente. Exact. En reparlant de Jean-Pierre Nadir, parce que du coup, pardon, je spoil, mais du coup, tu fais ton pitch, et t'as Jean-Pierre Nadir et Eric Larchevêque qui investissent dans ta boîte. Exact. C'est ça. Et ça se matérialise comment concrètement, ça? C'est-à-dire que toi, ça fait 2 mois que t'as ouvert ta boîte, tu démarres un truc, et là, t'as 2 mecs qui te disent, OK, on te file, je sais plus combien. C'était 100 000 euros 100 000 euros pour lancer le truc, et en plus, ils te suivent un peu, j'imagine. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça représente en termes d'évolution d'entreprise, quoi. Ouais, alors il y a 2 choses. Il y a le fait que ce soit suivi par Jean-Pierre et Eric, ça donne un peu de cash pour développer l'entreprise, financer le stock, acheter des machines. Mais surtout, c'est le coût médiatique que ça fait, parce que je suis passé en prime time, le premier à 21h. Ouais. Le passage, il est long, il dure une vingtaine de minutes.
Et du coup, on a un focus médiatique sur la marque, le produit, d'un coup, alors que j'étais encore quasiment dans mon garage, on n'avait pas de stock, c'était compliqué, quoi. Il se passe combien de temps entre le tournage et la diffusion ? Le tournage, c'est en septembre, la diffusion, c'est en janvier. Ouais, donc t'as jusqu'à janvier pour faire du stock et... Ouais, mais non, le problème, c'est que j'ai pas de trésor, parce que la levée de fonds, c'est une levée de fonds publique, en fait, qui veut être mon associé, et du coup, la levée de fonds, ça prend plusieurs mois. Donc j'ai pas l'argent avant la diffusion, donc j'ai pas de stock et j'ai un site. La seule chose que j'ai faite avant le passage, c'était de migrer le site sous Shopify pour éviter que ça saute à cause de l'audience, quoi. Ouais, bien sûr. Pour vraiment sécuriser ça. Mais sinon, j'ai bataillé comme j'ai pu, mais j'étais seul, j'ai pas de salariés, j'avais pas d'argent, donc j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Tu fais quoi ? Tu fabriques des kits tout seul dans ton garage hyper vite ? Ouais, c'est ça, j'ai essayé d'optimiser les prototypes, d'optimiser l'offre commerciale, et puis faire en sorte que l'UX sur le site ce soit cohérent, et réussir à bancariser quelques mails aussi durant le passage, et puis mais il y a tellement de sujets en même temps, j'avais beau passer, je faisais des journées de folie entre 15-17 heures par jour, c'est pas plus, quoi. Tu peux pas tout faire, quoi. Le plus gros risque finalement, ça aurait été un burn-out à ce moment-là, je pense. Je suis pas passé loin à plusieurs reprises. J'ai fait des petits malaises. Je suis allé loin dans le don de soi. Mais ouais, donc diffusion de l'émission, il y a 100 000 visiteurs sur le site le soir du tournage. Ah ouais. 100 000 visiteurs la semaine qui suit, et pas de vente. Là, je me dis, t'as aucune vente Aucune vente sur la première semaine, je crois. Ah ouais. Et là, même pas genre 2-3, c'est vraiment aucune zéro. vente. Alors que toi, t'avais fait du stock pendant 3 mois. J'ai essayé de faire un peu de stock, mais je me suis surtout dit, s'il y a 200 000 personnes qui ont vu le produit, il y a 0 vente, on a notre preuve de concept, mais pour le coup, elle marche pas, quoi. Peut-être que le produit est à chier. Le produit est à chier, moi, c'était un bon test, mais je vais faire autre chose. Et en fait... c'est à ce moment-là que tu tombes en dépression, surtout. Enfin, que tu peux tomber en dépression, quoi. Non, je sais pas, c'est une sorte de résultat, en fait. Ouais. Tu te dis, on a testé, on peut pas faire un test plus efficient. Ça a pas marché, ça a pas marché. Il est pas mort d'homme, c'est juste un projet, c'est juste un produit, quoi. Et puis non, c'est juste qu'en fait t'as un délai entre la découverte du produit et l'achat de quelques semaines, parce que c'est un produit à 2500, 3000 euros, donc bien les sûr. Gens prennent un peu de temps de réflexion, et puis ça a été diffusé en janvier, toi c'est pas la bonne saison non plus, les gens ont attendu un peu, donc on a fait nos premières ventes 3 semaines après, je crois. Puis ça a commencé à monter en puissance le printemps 2020, c'était en 2023. Ok. 2024, pardon. Non. Ton passage, c'était en 2024 ? Non, ça me paraît tard. L'entreprise 2023, excuse-moi, 2023, janvier 2023. Pardon, non, excusez-moi parce que je suis fan. Je vois. Et ensuite, on a commencé à vendre, mais c'est pareil, c'est monté en puissance alors qu'on n'était pas du tout structuré. Et puis, c'est un marché qui est nouveau aussi. On se positionne entre le van aménagé à 80 000 euros et puis la tente qu'on met dans un camping, tu vois. Ouais. Donc, c'est une nouvelle manière de voyager qui concerne tout le monde, hein. Nous, nos kits, ils sont compatibles avec 140 modèles de voitures et d'utilitaires. Ça représente 20 millions de voitures en France et 200 millions en Europe. Donc, le marché est gigantesque. Tout le monde ne veut pas mettre un kit dans son véhicule, mais ne serait-ce qu'1% de la population. Ouais, bien sûr. Ça fait un marché énorme, quoi. Donc ce marché, il faut réussir à le comprendre. Donc il faut tester du B2B, du B2C, une offre de location, une offre de vente. Pour le coup, j'ai testé énormément de choses avant de trouver la bonne formule et de comprendre ce qui marchait, quoi. Mais là encore, quand tu es en phase de croissance comme ça et que tu pars de zéro de ton garage, tu as ces problématiques de production, de sous-traitance, de financement, et les 100 000 euros levés sur le plateau, finalement c'était un démarrage, mais c'est dérisoire, quoi, par rapport aux besoins financiers que nécessite la montée en puissance, quoi. Parce que ça te permet de faire quoi, en gros, ces 100 000 euros ? 100 000 euros, ça permet de financer un tout petit peu de stock. En fait, c'est ton fonds de roulement sur le début, quoi. Acheter de la matière, financer un peu de matériel, acheter une fraiseuse à commande numérique, recruter les premiers salariés, mais ça va extrêmement vite, quoi. Ouais, parce que du coup tu commences tout seul. Moi je t'ai revu peu de temps après l'émission, t'étais
t'étais 2, 3, enfin vous étiez 3, quelque chose comme ça. On était 3. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes Aujourd'hui, on est une vingtaine. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. On est une vingtaine. On est une vingtaine, donc on termine la première année, on vend 250 kits la première année, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Et puis, à la fin de la première année, j'avais externalisé la production parce que j'avais pas la capacité de tout internaliser, donc je me suis appuyé sur des boîtes de menuiserie locales. Il y a une vraie démarche éco-responsable aussi dans la fabrication. Du bois local, des mousses fabriquées dans le Maine-et-Loire, le tissu assemblé dans un ESAT à Saumur, par des personnes en situation de handicap. Et puis début d'année 2024, je décide d'internaliser. Je me dis, autant tout maîtriser, c'est un vrai pari, ça coûte cher, mais au moins quand tu maîtrises tous les métiers, tu peux construire quelque chose qui te ressemble et puis t'es dépendant de personne, quoi. Donc on lève des fonds, on fait une levée de fonds participative. C'est ce que tu as fait avec Tudigo, Avec Tudigo, ouais. Tu connais bien. Tu as fait la vidéo, coup, c'est ça je t'ai filmé. Non, mais c'est pour que ça me permet de situer chronologiquement, pardon. C'est ça. Exactement. Et tu lèves 700 000 600 000 euros en 17 jours. Auprès de 300 particuliers, 300 personnes. C'est des petits, en fait, c'est ce qu'on appelle de la love money. C'est des gens qui avaient envie de nous aider et qui ont mis un ticket entre 1 000 euros et ça va jusqu'à 10 000 euros, mais la plupart des gens ont mis 1 000, 2 000 euros, quoi. Et c'est des gens qui connaissaient l'entreprise et qui se sont dit, j'ai de l'argent à mettre là-dedans et je soutiens le projet, ou... C'est plus ça qu'un vrai placement financier bien pensé. C'est plus des gens qui se sont dit, la démarche est vraiment cool, le produit est cool, ça a du sens, ça soutient une économie locale, ils bossent avec des ESAT, enfin c'est quelque chose qui leur parle. Et du coup, ils avaient envie de participer, de contribuer au projet de cette manière. Mm-hmm. Donc, ils ont mis un ticket autour des 2 000 euros. Et ça représente quoi ? Parce que du coup, c'est la même logique qui va être mon associé. Tu cèdes des parts de ton entreprise. Exactement. Et du coup, au total, pour 600 000 euros, tu cèdes combien de parts de ton entreprise ? 17%. Ok. En plus de... ils avaient pris combien, Eric ? Ils avaient pris 25, mais du coup, comme il y a une dilution qui se fait, la boîte est revalorisée. Oui, tu fais une augmentation de capital. Exactement. Exactement. Okay. Ouais. Donc il y a un équilibre qui se crée. Et ces 600 000 euros, ça nous permet de passer la seconde, c'est-à-dire de prendre un nouveau bâtiment, d'acheter un vrai centre d'usinage et puis d'embaucher. Et là, on passe de 3 à 17 salariés en l'espace de 4 mois, 5 mois. Voilà, vrai challenge humain, vrai challenge d'entrepreneur aussi, avec des choses réussies et puis des choses moins bien réussies forcément, parce qu'il a fallu avancer un peu dans l'urgence. L'idée, c'était de se structurer rapidement aussi pour bien se positionner sur le marché. C'est un marché qui est très dynamique, on a des gens qui s'installent pas toutes les semaines mais presque, et pouvoir sécuriser l'entreprise et puis développer notre activité en France et puis à l'étranger aussi. Donc là encore, on a eu plein de sujets d'un coup. Alors j'étais plus tout seul, mais il a fallu travailler différemment, savoir déléguer, savoir recruter, mettre les bonnes personnes au bon poste, et puis avancer. Et ça a été, cette année 2024, elle a été extrêmement sport parce que c'était pas structuré, et c'était une vraie start-up, quoi, comme on l'entend. Il fallait aller vite sur tous les sujets sans faire de grosses erreurs, quoi. Ouais, alors que tu te retrouves avec 17 salariés, quoi. Et on se retrouve avec 17 salariés, d'un coup, et 17 salariés, et surtout on a notre outil de production qui est un sujet à part entière, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir 17 salariés et faire du service, par exemple. Je ne vais pas dire que c'est simple, mais tu maîtrises. Là, on a un nouveau métier qui est la production pure et dure d'un objet qu'on crée, enfin qu'on design et qu'on crée, quoi. Ouais, c'est tu pars de zéro. Les gens que tu recrutes ont quel... Et là où c'est encore plus challengeant, c'est que les gens que je recrute n'ont pas d'expérience, pour la plupart, dans le domaine. Donc elles apprennent aussi en même temps, quoi. Donc elles apprennent à travailler ensemble, mais elles apprennent aussi leur métier. Tu recrutes des gens qui n'ont pas les compétences mais spécifiques à Ciao Ciao, ou enfin je veux dire, à la base, quand tu recrutes des gens parce qu'il y a un feeling, parce qu'il y a un... Alors si, il y a quand même un lien avec le métier qu'elles exercent, mais... il y en a qui sont menuisiers, j'imagine, ou... Oui, c'est ça, mais personne n'a 15 ans d'expérience dans son domaine, quoi. Donc tout le monde apprend aussi en même temps que l'entreprise grandit, quoi. Donc ils apprennent
leur travail et on apprend aussi à travailler ensemble dans un contexte qui évolue au jour le jour. Et il a fallu tester beaucoup de choses en 2024 pour comprendre. Et donc, quand tu testes, un jour tu vas à droite, le lendemain à gauche, bah, vaut mieux une certaine souplesse, une capacité d'adaptation, quoi. Tu vois ? Et ça a été challengeant et ça a été hyper enrichissant, je trouve. À titre perso, en tout cas. Ouais, bien sûr, parce que j'allais te dire, c'est dur de se... Enfin, toi qui me dis, quand tu lances le truc, tu n'y connais rien d'entrepreneuriat, t'étais hydrobiologiste, te retrouver avec 17 salariés à gérer, dont, entre guillemets, leur vie, en tout cas leur argent dépend aussi de toi, de ta réussite. Ça aussi, ouais. C'est une sacrée pression sur les épaules, quoi. Bah, y a des caps à passer, c'est vraiment des étapes. C'est des étapes. Sachant que moi, mon modèle de départ, parce qu'en plus de ça, je voulais un modèle... un peu innovant, un modèle d'entreprise qui fonctionne à plat, où chacun apporte une plus-value de manière très libre, sa réflexion qui n'est pas forcément dans son domaine de compétences, tu vois. Et ça, c'est compliqué aussi, quand il n'y avait pas de cadre, du coup. Et donc, quand il n'y a pas de cadre et que ton entreprise... Bah, tout le monde n'est pas fait pour travailler dans ce désordre, quoi. Ça peut être hyper efficace, cette intelligence collective, mais faut qu'il y ait un minimum de cadre, ou en tout cas, ça peut pas marcher comme ça à 20, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai aussi testé ça, j'ai aussi testé un modèle très ouvert, très libre, voilà, j'en suis vite revenu. T'en es revenu, c'était ouais, j'en suis revenu. Alors, ça se passe comment, pendant combien de temps, et qu'est-ce qui fait que ça se passe pendant 1 an, et j'en suis revenu parce que ça a été ma plus grande frustration et peut-être mon plus grand échec depuis le début, c'est que j'ai pas réussi à développer cette nouvelle approche professionnelle. Enfin, cette manière de travailler qui serait beaucoup plus libre. C'était beaucoup trop idéaliste, je pense. Voilà, donc j'en suis revenu. Après, j'y reviendrai d'une autre manière, parce que je pense que c'est quand même... L'intelligence collective, elle est quand même ultra efficace et ultra puissante quand tout le monde est à sa place et quand tout le monde a capté les enjeux. Mais aujourd'hui, j'en suis revenu un peu. Ouais, donc j'ai mis un cadre, voilà, un règlement intérieur. On est revenu sur quelque chose de plus conventionnel, qui nous permet aujourd'hui d'avancer de manière beaucoup plus sécurisée aussi. On avance tous ensemble, les règles sont très claires et elles sont appliquées. Mais j'aimerais bien essayer de tester aussi ce genre de modèle. On appelle ça le fonctionnement opale. Tu sais, ça marche très bien dans certaines entreprises. Nous, c'était peut-être un peu prématuré, je pense. Ouais, comme tu étais dans l'urgence et peut-être dans les balbutiements de l'entreprise, c'est peut-être un... Ouais, et puis comme j'étais aussi dans l'urgence, dans l'opérationnel en continu, j'ai peut-être pas pris non plus suffisamment de temps pour expliquer un peu et puis pour accompagner dans cette manière de fonctionner, quoi. Ouais. Je reviens un peu en arrière parce que je suis passé un peu vite dessus. Éric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir, ils investissent dans ta boîte. Ça se matérialise comment, en gros, à part le fait qu'ils mettent du fric? Je veux dire, c'est des mecs que tu vois, c'est des mecs que t'as au téléphone, c'est des mecs qui sont présents, je veux dire, à part pour l'émission, pour faire le 1 an après, que sont-ils devenus? Ouais, c'est assez fou. Je savais pas du tout si c'était du pipeau ou pas, hein. Je suis arrivé sur l'émission, on a fait le deal sur le plateau, je savais pas ce qui allait se passer ensuite. Et ben ensuite, on a Eric qui m'appelle, on se fait une visio, il m'explique un peu le principe. On fait toute la partie administrative, forcément, de la levée de fonds. Et puis rapidement, on rentre sur des choses très opérationnelles, sur le marché, sur Jean-Pierre qui me met en relation avec un gros loueur national et international de véhicules pour tester ce modèle. Donc on les rencontre à Paris, ils m'accompagnent. Donc c'est des choses très concrètes et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont dispo, quoi. Ouais. On a un petit groupe WhatsApp, dès que j'ai besoin, j'envoie un message, ils répondent dans la journée. Encore aujourd'hui, là ? Ouais, encore aujourd'hui. Là. Ouais. Donc non, ils suivent leur dossier et je sais pas comment ils font parce qu'ils ont une bonne vingtaine, c'est pas une trentaine d'investissements. Et il y en a plus chaque année en plus. Et il y en a plus chaque année et surtout ils ont un business, ils continuent ce sont des entrepreneurs encore en activité, quoi. Donc c'est respect, ils ont une expérience incroyable. Ça fait 30 ans qu'ils entreprennent chacun de leur côté dans des domaines différents. Donc c'est une vraie richesse, quoi. C'est une chance.
au-delà de la notoriété, toi, ça m'a ouvert des portes, hein, le fait qu'il soit au capital. Oui, bien sûr. Quand je discute avec des banques ou autres, c'est vrai que ça aide, hein, d'avoir deux investisseurs comme ça. Mais en termes de conseils et d'appui, c'est une logique et c'est une manière de penser et de prendre des décisions qui est quand même hyper particulière, hein, dans l'entrepreneuriat. Il faut aller vite. Tu prends une multitude de décisions chaque jour, vraiment, je sais pas combien, mais c'est assez incroyable, des petites, des grandes, mais au final, elles convergent toutes vers un même état d'esprit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça s'apprend aussi avec le temps. Et quand t'as l'aide ou l'appui d'Éric et Jean-Pierre, forcément, ça va un peu plus vite, quoi. Ouais, bien sûr. Tu comprends mieux la mécanique. Ça rassure, j'imagine aussi. Parce que j'allais te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des jours, justement, à prendre tous ces choix d'autant plus maintenant que tu as des salariés, que ça a du poids et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu as envie de tout arrêter en disant vas-y, je coupe. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de burn-out, mais c'en est pas loin, c'est de se dire, en fait, laissez-moi tranquille pendant une semaine et le téléphone qui sonne, ça te rend zinzin, quoi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, t'es accro aussi. T'es complètement accro parce que t'es focus en permanence. Ça s'arrête jamais. Ni le jour, la nuit, les vacances, les week-ends. Pendant 3 ans, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas eu de week-end. Et à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça a du sens, en fait, ce que je suis en train de faire ? Pourquoi donner autant ? Pourquoi sacrifier autant aussi ? Parce que c'est du moment que tu passes pas avec ta famille. Et puis, je te dis, c'est des stades, c'est des caps à passer. Et là, le déclenchement, là, le cap qui a été très cool pour moi, pour nous, c'est le fait que la boîte soit rentable, qu'on arrive à trouver un équilibre dans notre fonctionnement, qu'on arrive à se projeter sur 6 mois, 1 an, on sait où on va, on anticipe les choses, t'es beaucoup plus serein, et tu dis, en fonction, je remets pas en cause la vie de l'entreprise à chaque décision, quoi. C'est ça qui est dur au début. Au début, c'est le cas, hein, c'est véridique, hein. Tu dis, je me plante de prestataire, ou je foire mon premier recrutement, dans 2 mois, la boîte est morte, quoi. Ouais. Et en fait, tu construis comme ça des briques les unes après les autres. Et à un moment donné, quand tu sens que tu as les fondations, que tu as ton marché, tu arrives à vendre, tu optimises. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On optimise pour, toujours pareil, hein, faut être rentable, sinon l'histoire, elle peut pas durer. Et plus tu seras rentable, en gardant tes valeurs de départ et ta logique de travailler avec des fournisseurs locaux, et plus tu seras aussi serein pour développer les à côté. Les à côté, moi, c'est vraiment cette communauté de personnes qui partagent nos valeurs. Tu vois, c'est ça, moi, qui m'anime. C'est de dire, cette année, on a réussi à convertir, 2500, 3000 personnes qui voyagent différemment. C'est ça, le kiff. C'est de recevoir des cartes postales de nos clients qui nous disent, voilà, avec des grands sourires. C'était incroyable. On a passé des vacances géniales. C'est les meilleures vacances de notre vie et c'était à côté de chez nous, quoi. Toi, c'est ça, là, ça a du sens bien sûr. Pour moi et puis pour toute l'équipe, quoi. Ouais, t'as cet aspect communauté c'est ça qui te fait le plus plaisir, en fait. Ouais, c'est un levier, quoi. C'est ça qui donne du sens, en fait, à toute cette démarche. Mais tu peux pas passer à côté de cette notion de rentabilité. Et ça, je l'avais pas forcément intégré au début du projet. Mais c'est la base, quoi. Et autre chose, c'est-à-dire qu'on arrive à créer aussi des emplois en France aujourd'hui, en produisant totalement 100% made in France, ou quasiment, à part un peu de quincaillerie qui est forcément fabriqué en Asie parce qu'on ne maîtrise pas ça chez nous. Mais le produit à 90%, il est français, il est même angevin quasiment. Et ça, c'est une petite fierté d'avoir réussi à créer des emplois locaux, en faisant vivre, développant ce tissu local et on montre que c'est possible et que c'est durable, quoi. Et on arrive à créer de la richesse. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, c'est mes deux leviers, mes 2 sources de satisfaction, quoi. Non, mais je comprends. Puis je pense que je le sens. Enfin, je parle de mon expérience perso et de mon rapport avec toi, mais du coup, je filme. Je sais plus, j'avais dû te prendre 400 € pour ta première vidéo quand t'étais tout seul dans ton garage. On avait fait des plans drone. Et je me rappelle que la fois d'après, quand tu me refais bosser, t'es la seule personne à m'avoir dit ça, et tu m'as dit non mais tu me fais x2 sur la facture, par contre. et c'est con, mais tu sais, t'as vraiment ce truc de au-delà du fait que ça me fasse plaisir, c'est aussi un moyen, ça témoigne quelque chose de toi qui est en mode je veux faire travailler des gens pour la valeur de leur travail, et pas en mode fais-moi un prix s'il te plaît, à chercher la rentabilité à tout prix. Et je pense que t'as un peu ça pour les employés. Je veux dire, tu payes tes employés comme tu peux et comme ta rentabilité te le permet, mais pas en disant je les paye au SMIC et c'est tout pour faire un maximum de profit, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est tellement satisfaisant de se dire
j'ai créé un emploi et surtout, il y a une personne qui se sent bien et qui s'épanouit et qui se développe en même temps que l'entreprise, tu vois. Je trouve ça, c'est un peu la finalité d'un chef d'entreprise, tu vois, je pense. Et en plus, plus les gens seront bien dans leur poste, mieux ils travailleront. Enfin, c'est un cercle vertueux, quoi. Donc, ce serait débile d'avoir une autre logique que celle-ci, je trouve. Enfin, débile, c'est peut-être pas le mot, mais je trouve en tout cas, ce serait déplacé, je pense. On me dit que 2 investisseurs se retirent du... Non, mais forcément. Puis après, chacun a des valeurs différentes qui les animent. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Surtout que ta vidéo était de très bonne qualité, donc je me suis dit c'est quand même dommage de pas. Non, mais c'est pas grave. Je savais dans quoi je m'engageais, et puis ça me faisait plaisir. Moi, c'était avec Philippe, c'était. Ouais. Et c'est quoi la suite de Ciao Ciao là? Tu étais rentable depuis quand déjà? On est rentable depuis la première année. On a eu une année 2024 où il a fallu aller plus vite que la musique suite à cette levée de fonds. Ouais. Donc moi j'avais la capacité d'avoir un bilan déséquilibré en fin d'année, mais pour se projeter sur 2025, 2026, se structurer rapidement. Donc on a un petit déséquilibre 2024, mais 2025 on est de nouveau rentable et on le sera durablement. On a notre modèle qui est en place, donc c'est très chouette. Et la suite, on va essayer de se développer intelligemment. On va poursuivre cette croissance. On est sur une croissance assez forte. On fait un x2 chaque année en chiffre d'affaires et en nombre de kits vendus. Alors à un moment donné, forcément, ça va se tasser. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu as un plafond de verre peut-être de gens qui ont ce mode de voyage ou qui ont ce type de véhicule aussi. D'autant que je pense que l'évolution du véhicule aujourd'hui ne va pas forcément dans ton sens à l'ère du LLD, LOA avec les gros SUV électriques qui ne sont pas forcément propices pour mettre un kit dedans, je sais pas. Si, les SUV sont compatibles. Le fait que notre kit soit universel, ça permet aussi d'équiper son véhicule même en étant en leasing. Je pense pas qu'il y ait de saturation du marché, en tout cas sur nos kits amovibles aujourd'hui. Et qu'on est en fait quasiment les seuls ensuite à produire un kit avec tous ces avantages. Non, la limite, ça va être notre capacité à délivrer et à exécuter correctement. Souvent, c'est dans l'exécution que tout se joue. Hein. T'as beau avoir là, une bonne idée, si t'arrives pas à bien mettre ça en place. Donc là, ce qu'on vise, on optimise absolument tout. On vise un produit nickel, sans SAV. On est on est en train d'y arriver. On continue d'innover. Donc il y a Alexis qui crée chaque semaine ou chaque mois des nouveaux produits. Donc on continue d'alimenter notre gamme et d'innover toujours avec cette approche très simple en fait, tout en bois avec des imbrications très, très, très simples et très basiques mais qui fonctionnent extrêmement bien. Tu designes encore toi ou en tout cas tu chapeautes, tu vois Alexis te présente un truc quand même et t'as un regard de vieux sage qui... Ouais. Moi je design pas, non, je lui ai rapidement passé les rênes à Alexis en fait, qui a été le premier employé de Ciao Ciao. En même temps que tu as eu 2 alternantes, je crois. Exactement, j'ai eu 2 alternantes. T'as vu, je connais la boîte. Bien joué. Non, je design pas. Par contre, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, donc, c'est le développement de l'entreprise, la partie création d'agences de vente, parce qu'on a 2 antennes, hein, une à Valence et une à Bordeaux. Ça, j'aime beaucoup la partie marché, marketing, essayer de comprendre en fait les besoins des gens. Et puis le développement produit, ça c'est passionnant aussi, quoi. Quand tu vas essayer de créer un nouveau produit avec une nouvelle fonctionnalité, faire en sorte de bien le mettre en valeur, je trouve ça génial. Et puis tu as cette coordination un peu générale, c'est un peu le rôle du chef d'orchestre, quoi. De faire en sorte que tout s'imbrique au bon moment, quoi. Ça c'est incroyable, il y a tellement de paramètres dans tout ça. Et puis avoir une prod qui tourne, ça c'est un vrai challenge aussi, et on est en train d'y arriver. Ouais. Tu devrais te lancer dans autre chose en plus? Je pense qu'à un moment donné, quand tu as goûté à ça, à la création d'une boîte, je pense que tu peux pas tu peux pas être un entrepreneur et aimer toutes les phases ou avoir un énorme kiff sur toutes les phases, quoi. Moi, mon kiff, c'est créer, partir d'une page blanche et créer. Ça, je trouve ça incroyable. Développer. Après, la partie structuration, je pense que c'est moins. J'ai un peu moins d'affinité avec ça, même si je le fais
Je le fais parce qu'il faut le faire, il faut avancer, et parce que ça fait partie du job. Mais je suis plus sur une phase de création. Mais je pense qu'il y a une grosse erreur à ne pas faire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de faire deux choses en même temps, de vouloir aller trop vite, si on m'entendait dire ça. Sur quoi t'as été trop vite? Bah, je suis allé très vite dans tous les domaines. Les gens qui m'accompagnent depuis le début, ils le savent, et je me suis énormément calmé. Mais je suis allé très vite, mais c'était par nécessité, quoi. Je l'ai fait en mode survie, parce que je te dis, il fallait tester plein de choses, et donc tout allait très très vite. Et donc il a fallu s'accrocher. Ouais. mais c'était passionnant, quoi. Donc ce rythme-là, on peut pas le garder éternellement. Par contre, cette phase de création où il faut itérer en permanence, faut tester, faut rencontrer des gens, faut s'adapter, faut analyser, ça c'est passionnant. Et donc ouais, si un jour Ciao Ciao est très très bien structuré, ouais, je pense que je repartirai peut-être d'une page blanche, parce que c'est ce qui est incroyable. C'est ça qui te stimule aussi. Bah ouais, c'est génial, quoi. T'imagines, tu pars d'une idée et tu arrives à la concrétiser avec un produit physique et avec des emplois, avec des salariés. Enfin, je trouve ça très chouette, quoi. C'est un métier de bâtisseur, quoi. Ouais, carrément. C'est quelque chose que tu laisses après toi potentiellement aussi. Ouais, ou pas. non mais c'est vrai. Faut le dire. Une entreprise. T'as un début, t'as une fin. Je pense que le redressement, la liquidation judiciaire, ça fait partie de la vie d'une entreprise, quoi. Et faut s'adapter, bien sûr. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut avoir une fin, et puis c'est pas dramatique en soi. Faut juste comprendre pourquoi, et puis peut-être apprendre de ça, et puis repartir sur un nouveau projet, quoi. Mais non, je suis pas. Alors ça fait partie de moi, Ciao Ciao, mais comment dire, je sais pas comment te dire ça. Mais je suis assez détaché par rapport à ça. Tu saurais repartir sur quelque chose de nouveau s'il le fallait. Ouais, totalement. Okay. Ouais. Et je pense qu'il en faut du détachement quand t'es créateur et puis gérant d'une entreprise, parce que sinon, le jour où il t'arrive une tuile ou un salarié qui t'a accompagné depuis le début part, parce que c'est la vie aussi d'un salarié, hein, bah, je pense que personnellement, tu dois très mal le vivre. Et donc, il faut du détachement, c'est important. Enfin, j'ai l'impression qu'au départ, tu avais du mal avec ce détachement, bah justement. Oui. Ouais, je te dis, c'est des étapes. Alors, peut-être que j'arrive à switcher rapidement, mais j'ai vraiment l'impression de passer dans un Mario, toi, depuis le début, et puis passer des niveaux, quoi. Et des fois, je me fais, ah, c'est cool, en fait, c'était que ça, quoi. Tu fais un petit pas de côté, tu fais, ah ouais, bon, en fait, il y a toujours des solutions. Des fois, elles mettent un peu de temps à arriver. Tu la cherches la nuit, surtout. Tu dors bien la nuit ? Pas toujours. Pas toujours. Mais il y a toujours des solutions, et ouais, faut relativiser, en fait. Et c'est juste une entreprise, et c'est juste de l'argent, quoi. Faut pas faire ça pour ça. Et quand t'as compris ça, bah ouais, il y a peut-être plus grave aussi. Enfin, il y a pas plus grave, mais je pense à la famille, tu vois. Bah, bien sûr. Ça passe avant, quoi. Tu me parles d'argent, et je vais dans les sujets un peu clichés, mais entreprendre en France aujourd'hui, on n'en vend pas non plus du rêve, si tu veux, sur le côté charge, sur le côté taxation, sur tout ça. Toi qui a connu ça à zéro, tu te fais tirer dessus en cours d'ascension. Enfin, tu prends des coups, quand même. Ouais, alors autant je trouve que l'État aide énormément à créer. Ça, je pense qu'il faut le dire, on ne le dit pas assez, mais il faut le dire. C'est-à-dire que tu quittes ton emploi, bah, t'es aidé, quoi, pendant, je crois, moi c'était 2 ans, je crois que ça a été réduit à 18 mois, mais même, c'est-à-dire que t'as un salaire assuré pendant 18 mois, le temps de créer, de lancer un business. Alors 18 mois, c'est très très court, hein, avant d'être rentable. Mais quand même, c'est très rare, et ça incite quand même à entreprendre. Par contre, waouh, dès que t'es lancé, bah t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Parce que ouais, le truc c'est que tu te fais taxer à tous les niveaux, à tous les étages et à tous les moments, quoi. Et ça incite pas à embaucher non plus.
Parce que 17 salariés, c'est, enfin, je veux dire, en plus du prix que tu les payes, enfin, que eux sont payés, t'as le prix que tu les payes réellement, quoi, parce que c'est quasiment x2. Ouais, on est pas loin. T'es pas loin. T'es pas loin. Non, c'est très compliqué. Et surtout, ça incite pas à investir, quoi. Ça incite pas à prendre des risques, je trouve. Je trouve que c'est un vrai frein. Parce que si on n'avait pas ces charges et cette épée Damoclès un peu sur la tête, bah, je pense que les gens, ils hésiteraient beaucoup moins à embaucher, à créer de la valeur, tu vois. C'est ce qui permet de lancer la dynamique. Là, dès le départ, bah, tu es totalement freiné. Tu te dis, est-ce que j'embauche mon premier salarié, sachant que ça va me coûter, je sais pas, 3 500 euros par mois de charges nettes. C'est-à-dire que ton salarié, il faut qu'il soit productif dès le départ, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, il ne faut pas se planter sur ce premier recrutement. Je te parlais de l'importance du premier recrutement tout à l'heure. Bah, il est déterminant. Tu te plantes, ça te fait une charge en plus, tu es moins productif. C'est la fin de l'histoire. Donc non, c'est très très dur. C'est dur et je trouve ça un peu pas injuste, mais j'arrive pas à trouver le terme, mais il faut pas chercher de la reconnaissance là-dedans, quoi. C'est-à-dire que des fois, je me demande, c'est ingrat, voilà. C'est ingrat, le métier d'entrepreneur et de créateur d'emploi aujourd'hui en France, quoi. T'as pas de cadeau quand ça marche, et t'as pas de cadeau quand ça marche pas, quoi. Et ça, c'est dur. Et ce qui est aussi très frustrant, c'est quand ça marche, quand tu commences à créer de la valeur, toi, plutôt que peut-être d'en laisser un peu plus à l'entreprise pour qu'elle investisse, toi, qu'elle optimise sa production, qu'elle paie un peu mieux ses salariés, bah non, t'es imposé à tous les niveaux, quoi. T'es imposé au niveau de l'entreprise, t'es imposé en tant que responsable, à titre perso, t'es imposé quand tu redescends l'argent au niveau d'impôt sur le revenu. Donc non, c'est dur, c'est très très dur. Et ça, c'est partagé par tous les entrepreneurs. Et ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la plupart des chefs d'entreprise en France, c'est les chefs d'entreprise de PME, hein, c'est des petites entreprises qui partagent ce que je te raconte là. Hein. C'est pas personne ne roule sur l'or. Les gros poissons, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, et on a une vision très très erronée, quoi, du quotidien d'un chef d'entreprise aujourd'hui en France, quoi. C'est pas ça. Hein. Tout le monde se bat pour payer les salaires, quoi. C'est ça le job du chef d'entreprise. C'est ce qui l'anime et c'est ce qui le fait qu'il dort très mal. C'est que quand ça va moins bien, quand il vend moins bien, qu'il a moins de trésorerie, bah il pense, la première chose à laquelle il pense, c'est le salaire de ses employés, quoi. Donc c'est beaucoup de sacrifices, c'est une vraie prise de risque aussi au départ, parce que tu vois, la première année, moi j'ai levé 100 000 euros sur le plateau de Qui veut être mon associé. Ouais. Je me suis retrouvé, j'ai découvert qu'il y avait une vraie saisonnalité dans l'activité, mais ça je pouvais pas le deviner, donc j'avais anticipé sur des achats de matière, de bois, de mousse. Je me suis retrouvé à devoir me porter caution à 100% à titre personnel pour financer le stock que j'avais pas vendu dans le courant de l'année, sauf que ça représentait près de 200 000 euros. Tu vois, ça veut dire que si ce stock, j'avais pas réussi à le revendre l'année suivante, la boîte fermait, et à titre perso, j'aurais dû rembourser 200 000 euros. Alors t'imagines, ça m'aurait plombé ma vie, quoi. Tout ça pour avoir voulu créer une entreprise, créer des emplois et développer quelque chose de chouette. Tu prends des France, risques où tu perds ta prends maison. Des risques, et c'est des risques qui sont vraiment démesurés, quoi. Parce que j'avais rien à y gagner, en fait. Tu vois, et ça, on l'oublie souvent, quoi. Alors, forcément, t'as des boîtes qui font fortune, qui roulent sur l'or, qui ont un super business. Oui, mais c'est un coup de poker, c'est un coup de chance, quoi. C'est formidable, mais la réalité, c'est pas ça, quoi. La réalité, c'est quand t'es chef d'entreprise, bah, tu galères, quoi. Tu galères et tu te bats, et quand ça marche, bah ouais, tu partages la moitié de ta richesse avec l'État pour la redistribution, ce qui est très chouette. On a un super système social en France, et on le dit pas assez non plus, hein. C'est génial, hein, pouvoir se faire soigner gratuitement au CHU, faut le dire, quoi. Ouais, bien sûr. Faut le dire, et moi je suis fier de contribuer à ça aujourd'hui. Mais par contre, c'est une histoire d'équilibre, je trouve. Et pour le coup, je trouve ça un peu déséquilibré. C'est-à-dire que c'est mais je suis très fier pour le coup de créer de la richesse pour contribuer à ce système français qui est incroyable. Mais c'est dur. C'est dur. Et ça restera dur quoi qu'il arrive, hein, quels que soient les résultats financiers de l'entreprise. Voilà, donc je fais ma part
je trouve, de... J'alimente le système, du moins j'essaie de le faire. Tu cotises fort. Je cotise, et l'entreprise cotise aussi beaucoup. Voilà. Donc non, c'est chouette, c'est une belle aventure en tout cas. Et c'est là où on se rend compte, en passant du côté salarié au côté vraiment entrepreneur, créateur d'entreprise, on se rend compte de tout l'envers du décor dont t'as pas conscience quand t'es salarié, quoi. Et t'as plein de... Et comment dire, le système est quand même très protecteur aujourd'hui pour le salarié. Je dis pas qu'il l'est trop, mais il est très protecteur. Il est plus pour le salarié que pour le patron, quoi. Ah oui, totalement, totalement. Mais c'est dommage que les salariés aujourd'hui n'ont pas conscience de ça, quoi. Tu vois, du coût réel pour l'entreprise, du fait quand tu as des arrêts maladie, tu as une partie qui est, même l'intégralité qui peut être prise en charge par l'entreprise, des congés, c'est pareil, le salarié n'est pas présent, mais l'entreprise continue de payer. Voilà, et en mettant tout ça bout à bout, ça fait une énorme contrainte pour le développement de l'entreprise. Voilà, mais je pense qu'il faut entreprendre pour découvrir l'envers du décor. Tu invites les gens à entreprendre ? Alors, je sais pas si tout le monde est fait pour entreprendre. Il faut avoir le sens du challenge, je pense. Mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, et moi je pense que je l'ai toujours eu, mais j'ai jamais osé avant, en lien avec ce blocage que j'avais aussi. Mais ouais, vraiment, c'est une aventure incroyable. Même si ça ne marche pas, c'est une aventure incroyable. Ouais, ça te challenge en tant que personne. Même si demain, bon, je le souhaite pas du tout, mais si demain l'entreprise n'est fermée, tu t'en ressortirais quand même bénéfique de te moi, dire. je m'en sortirais. J'ai passé énormément de caps à titre perso, quoi, et j'ai grandi, quoi. Toi, j'ai grandi en tant qu'homme grâce à l'entreprise et à tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Donc, ouais, carrément. Tu fais quoi demain si t'as plus ta boîte ? Moi, il me faut du projet, hein. Attention. Il me faut du projet. Non, je pense qu'il y aura un lien avec les arbres, parce que c'est bourré de sens. Pareil, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait qu'on respire. C'est magnifique à voir. Ça fait de l'ombre durant cette période de réchauffement climatique. Et je sais pas de quelle manière, mais peut-être essayer de réinventer un modèle économique durable qui permet de trouver un équilibre entre l'écologie, la plantation et puis les ressources qu'on peut en tirer, le bien-être et le bien-être psychique aussi, le fait d'aller dehors, de se balader dans la nature, ça vaut tous les Xanax du monde, quoi, tu vois. Non, c'est vrai, hein, c'est incroyable et ils devraient en prescrire à tout bout de champ. Donc je pense qu'il y a une des clés qui est là, une des clés qui est vraiment dehors à portée de tous, quoi. Et puis le foncier, parce que pour planter les arbres, il faut maîtriser le territoire. Et quand tu maîtrises ton territoire, c'est une partie du territoire qui ne sera pas dégradée non plus par des projets d'urbanisme, des projets un peu d'envergure, de commerce démesuré ou autre, quoi. Donc protéger un petit bout de la planète, ouais, ça me ferait bien kiffer, ouais. Et puis, mais pas uniquement faire de la protection, de la mise sous cloche, mais bien essayer de réinventer une sorte de modèle économique hyper vertueux pour tout le monde. Ça, c'est un peu ce que j'ai en tête en ce moment. Donc je creuse ça, mais de manière très, très soft. Le soir avant de dormir. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me parle en ce moment. Ouais. Trop bien. Ouais. Eh ben Julien, merci. Merci Bastien. C'était 1h06 efficace. Parfait. Merci pour l'invitation.